Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir que racheter une entreprise n'est pas toujours une question d'argent. Au contraire, quand tout le monde pense qu'il s'agit simplement de finalement donner un chèque au cédant puis repartir avec l'entreprise, c'est souvent malheureusement tout le contraire qui se passe en pratique là aussi. Le sens commun nous fait souvent penser à la reprise d'entreprise, finalement un peu comme un achat immobilier. Vous offrez une somme en contrepartie d'un actif, d'un bien immobilier, alors plus sur le côté, on va dire, investissement locatif que résidence principale. Et si cette somme correspond au vendeur, vous repartez tout simplement avec le bien, vous faites l'acquisition tout simplement de ce bien et vous commencez à l'exploiter. Mais la reprise d'entreprise est finalement beaucoup plus complexe et beaucoup plus fine que ça. Le cédant, qui est un homme ou une femme, généralement, donc le cédant ou la cédante, a souvent monté son entreprise de toutes pièces, parfois il y a plusieurs années. C'est ce qu'on rencontre souvent avec des cédants qui ont 60, 65, 70, 75 ans. La plupart d'entre eux ont opéré, on va dire, là aussi opérationnellement, la société qu'ils dirigent pendant 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans, parfois plus. Donc, il a passé concrètement la moitié de sa vie au minimum au sein de son entreprise et il a parfois, si on va jusqu'au bout de la réflexion, plus côtoyé ses propres employés, ses propres équipes, que sa femme ou son mari, ou même ses propres enfants. D'ailleurs, sur des papy boomers, comme on les appelle maintenant, c'était souvent le cas qui se passait, puisque à la création d'une entreprise, il travaillait, donc ce cédant ou cette cédante travaillait parfois 40, 50, 60 heures, voire plus dans son entreprise. C'était vraiment un tournant dans leur vie. Donc, ils ont sacrifié concrètement la moitié et même parfois plus de leur vie pour monter cette boîte-là. Il ou elle a travaillé durement, parfois, comme je vous le disais, au détriment de sa santé, de son équilibre familial, pour monter une belle entreprise. Et c'est pour ça que vous êtes intéressé par cette entreprise, parce que justement, elle est belle et que vous souhaiteriez la racheter. Donc, dans ce type de deal, le côté émotionnel est souvent donc à son maximum. J'ai envie de dire à son paroxysme, par rapport, encore une fois, à l'achat d'un bien immobilier locatif. Encore une fois, j'exclus un peu le côté résidence principale, parce que dans le côté achat de résidence principale, il peut aussi y avoir de l'émotionnel. Mais vraiment, si demain vous achetez, par exemple, un immeuble de rapport, rares sont les cédants qui vivent seuls dans un immeuble de rapport. Donc concrètement, c'est une transaction, on va dire, purement financière qui se passe. Donc on est complètement en dehors de ça et une entreprise est vraiment ultra, ultra émotionnelle. Et si vous avez déjà fait l'expérience de sourcing ou de discussion avec des cédants sans passer par des intermédiaires en session d'entreprise, vous avez certainement dû en faire l'expérience avec un niveau de stress lors de cette première conversation téléphonique ou physique qui est à son maximum quand vous discutez avec un cédant ou une cédante. Donc c'est ce dernier facteur qui différencie, comme je vous le disais en effet il y a quelques instants, l'achat d'une entreprise à un achat immobilier locatif ou à l'achat de tout autre actif. Par exemple, quand vous faites l'achat d'une action sur le S&P 500 ou sur le CAC 40, forcément, il n'y a absolument pas d'émotionnel. Il y a un prix de l'action, vous avez tout simplement les fonds pour pouvoir acheter cette action-là, vous cliquez sur acheter et il n'y a pas d'émotionnel du tout. Là, on parle vraiment, vraiment d'un morceau de la vie d'un cédant ou d'une cédante. Il est donc nécessaire et même obligatoire, j'ai envie de dire, si vous souhaitez vraiment réussir dans le côté reprise d'entreprise, de bien comprendre les motivations du cédant afin de tout simplement pas se tromper de discours. Quelques exemples pour illustrer mes propos. Si vous parlez de valorisation, donc de pécunier à un cédant qui cherche tout simplement la pérennité de son entreprise et pas forcément à faire un cash out, une opération financière d'envergure, vous faites fausse route. Si vous exigez une période d'accompagnement de 12 ou 24 mois post-cession, c'est souvent ce qui se passe, alors peut-être pas sur cette durée-là, mais si on parle d'un rachat d'entreprise tout simple auprès d'une personne qui a 60-65 ans, il y a une période d'accompagnement généralement post-reprise, donc après l'achat, qui se négocie pour pouvoir présenter les employés, présenter les clients, etc. Donc si vous exigez une période d'accompagnement de 12 ou 24 mois post-cession
à un cédant qui est malade, voire très malade, sans que vous le sachiez, puisque vous êtes tout simplement passé à côté de cette motivation profonde, vous faites là aussi fausse route. Si vous proposez à un cédant de racheter sa société, puis de changer le nom de son entreprise, de restructurer l'ensemble de son entreprise en licenciant parfois des employés pour créer des économies d'échelle, pour créer un groupe homogène, alors que celui-ci recherche la pérennité de sa marque, vous vous plantez complètement. Donc il est donc nécessaire d'aller profondément dans le questionnement, dans les motivations du cédant lors du premier contact, afin de bien cerner ses motivations profondes et de ne pas se tromper dans le prix, dans la structure de deal et dans ce qu'on va voir, dans ce qui va se passer après cette première discussion justement. Pour cela, rien de plus simple. Lors du premier entretien téléphonique, puisque ça commence souvent avec un premier entretien téléphonique avec un vendeur, posez simplement des questions ouvertes de ce type. Pouvez-vous me parler de votre belle entreprise ? Il est là aussi nécessaire de garder un discours, on va dire, oui, j'allais dire correct, mais oui, qui va dans le sens du cédant, puisqu'encore une fois, c'est très émotionnel. Il a passé encore une fois la moitié de sa vie souvent dans cette entreprise. Donc, pouvez-vous me parler de votre belle entreprise ? Pourquoi souhaitez-vous céder une entreprise comme la vôtre ? En résumé, pourquoi ne souhaitez tout simplement pas la garder finalement pour l'exploiter encore ? Selon vous, quel serait l'acquéreur idéal ? Là aussi, ça va vous aider à vous permettre d'imager, de découvrir l'image qu'a le cédant de son entreprise post-cession. Comment voyez-vous justement votre entreprise post-cession ? Qu'est-ce que, selon vous, comment vous souhaiteriez qu'elle devienne finalement après une cession potentielle ? Qu'est-ce qui vous procure le plus de satisfaction dans la gestion de votre entreprise actuellement ? Est-ce que c'est l'humain ? Est-ce que justement c'est le côté financier ? Il y a des cédants qui recherchent tout simplement un gros chèque et pas plus que ça. Mais ça, il faut en être sûr et il faut le découvrir lors du premier entretien. Quels sont vos projets aussi après la cession ? Si un cédant tout simplement veut profiter de sa retraite dans sa maison qu'il a déjà, sans faire de grands projets, de grands investissements, ça ne sera pas la même structure de deal qu'un cédant qui souhaite acheter un appartement au bord de la mer, par exemple, qui vaut 2 millions d'euros. Ou ce ne sera pas pareil qu'un cédant qui souhaite faire le tour du monde après une cession potentielle, ou ce ne sera pas du tout pareil avec un cédant qui est très malade, malheureusement peut-être au bout de sa vie, et qui souhaite laisser quelque chose à ses enfants. Voilà, donc tout ça va influer directement votre structure de deal. Donc toutes ces questions vous permettront de bien entrevoir tout simplement ce qui le fait vibrer, comment il verrait l'évolution de son entreprise sans lui, et ce qui est réellement important pour lui. Sans poser ces questions, vous pouvez taper juste, mais vous pouvez aussi faire totalement fausse route et que le cédant tout simplement raccroche et vous qualifie comme un acquéreur potentiel non qualifié. Avec ces questions, cela aussi va vous permettre aussi de connaître son degré de motivation. Un cédant qui est extrêmement motivé n'acceptera pas le même deal qu'un cédant qui recherche simplement à faire une opération financière et continuer sur un autre projet. On n'a pas le même discours avec un cédant qui a 40 ans qu'avec un cédant qui a 65, 70 ou même 80 ans. Un cédant qui n'a pas besoin de gros montants cash immédiats, je vous faisais le parallèle tout à l'heure avec un cédant qui souhaite peut-être acheter un appartement à la mer qui vaut 2 millions d'euros. Donc, un cédant qui n'a pas besoin d'un gros montant cash immédiat va directement influer sur votre structure de deal derrière. Un cédant qui souhaite rester encore quelques années à la tête de son entreprise, puisque peut-être que vous discutez avec lui et que celui-ci a 58 ans, il souhaite peut-être rester encore 7 ans ou 8 ans dans son entreprise en tant que salarié pour cotiser à la retraite, celui-ci n'acceptera pas le même deal qu'un cédant qui est au bout du rouleau et qui souhaite le plus rapidement possible se débarrasser de son entreprise. Parce qu'il y en a aussi qui sont dans cette situation-là, et c'est pas forcément que des sociétés en difficulté. Il y a peut-être des cédants qui souhaitent vraiment passer à un autre projet depuis 5 ans, peut-être 10 ans. Ça arrive, des entreprises qui sont à la vente depuis autant d'années, qui ne trouvent pas acquéreur, parce que c'est une région peut-être rurale, parce que c'est un secteur qui n'intéresse pas, peut-être que c'est un marché qui est bouché ou qui a une forte concurrence, donc personne ne s'intéresse à ça. Et un cédant qui est au bout du rouleau acceptera pas le même deal là aussi qu'un cédant qui souhaite rester salarié encore quelques années. Vous avez donc compris la différence entre une opération purement financière et un rachat d'entreprise de type TPE ou PME. C'est ça la réalité du terrain aujourd'hui.
C'est pas encore une fois comme l'achat d'une baguette de pain où on va donner 1 € au boulanger, on va repartir avec sa baguette de pain sans question. Non, c'est bien plus complexe que ça et bien plus, oui, on rentre dans la vente finalement, on rentre dans l'émotionnel, on rentre dans des difficultés qui sont autres que simplement le côté financier. Si j'avais à sélectionner qu'un seul point le plus important dans une méthodologie de rachat d'entreprise, pour moi, c'est bien celui-ci. Si vous passez à côté de ça, si vous passez à côté de cette base, finalement, vous pouvez faire vraiment fausse route et perdre un temps considérable sur votre stratégie de rachat d'entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter de la valeur. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai lancé Buy and Build, qui est le seul mastermind permettant aux investisseurs et aux dirigeants d'acquérir des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans apport, sans caution personnelle et placer un manager opérationnel ou un directeur général pour avoir le temps de profiter de votre famille et de continuer justement les acquisitions dans un seul but, c'est de faire grossir votre patrimoine professionnel et personnel. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par aller plus loin, cliquez sur le lien en premier commentaire et postulez à l'accès au mastermind en prenant un rendez-vous sur Calendly. À bientôt, merci.